longue initiation. Au village, on a toujours des initiations pour passer du stade de garçons au stade d'hommes. Il y a un certain nombre d'épreuves dans toutes nos ethnies, quoi. Bon, imagine que c'est la même épreuve, mais plus longue, parce que l'histoire dans le temps s'élargit, mais ce sont des épreuves de la vie. À un moment donné, vous vous dites, bon, on arrête tout, vous repartez avec votre épouse. Oui, mais parce que moi, je peux repartir tout le temps. Hein. Peut-être j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai la qualité de pouvoir me remettre en question. Mais vous repartez sans le sou. En fait, vous avez investi ici. Vous arrivez en Europe. Je suis parti plusieurs fois sans sou, hein, mais je suis là. Vous repartez à Bruxelles. Non, je pars en France où je n'avais jamais joué. Voilà. Donc il faut que je me fasse connaître en France. Oui, il faut que je fasse mon métier. Ça n'a pas été facile. Mais bon, écoute. Alors, tu rencontres des bons gens au bon moment ou tu rencontres justement, quand on parle de rencontrer des bons gens au bon moment, vous jouez avec deux célébrités à l'époque, hein, Dick Rivers, vous jouez avec Nino Ferrer. Ouais. C'est eux qui m'ouvrent la porte, en fait. Les portes. Parce qu'il n'y avait aucun noir francophone. Alors là, il n'y a aucun noir francophone qui passait ni à la radio ni à la télévision en France. La seule personne qui représentait un peu la diaspora noire, entre guillemets, c'était Henri Salvador. Vous vous rendez compte? C'est lui parce que c'est le seul qu'on voyait dans les choses. Sinon, qui avait la tête un peu basanée, ouais. Les Noirs américains, tu les voyais, mais ils venaient seulement jouer et puis repartaient chez eux. Donc, nous, on habitait mais là. Comment se passe la rencontre successivement? Déjà avec Dick Rivers, je crois que c'était le premier, et Nino Ferrer ensuite. Qui vous met en contact? C'est dans un cabaret? Ça se passe comment? Non. Donc j'avais monté un orchestre et on jouait dans un club qui s'appelait La Bohème à Montparnasse. Et j'avais des musiciens français, comme tu vois là, mon orchestre a toujours été mélangé. Hein. Bien. Et parmi un des musiciens, il y a mon trompettiste qui s'appelle Michel Boss, maintenant d'ailleurs, qui fait du théâtre et tout ça, entend parler au milieu des musiciens que Dick Rivers il fait son comeback et qui veut monter un orchestre et qu'il a besoin d'un pianiste. Bon, Michel me dit, dis donc, alors, je dis, dis donc, on va voir si ça peut... comme ça, quoi. Mais vraiment sans conviction? Non, pas plus. Pas plus. J'y croyais pas. Et puis Dick Rivers, finalement, je vais chez lui et tout. Et puis je suis pianiste de rock. Bon, je suis pianiste dans ma vie, hein, et je joue du rock. Ok, on a répété 6 mois avec lui pour jouer que 3 concerts. Mais dans les 3 concerts, on faisait une matinée d'une américaine de Nino Ferrer qui était fort à l'époque. Nino arrive, il y avait l'orgue dans le coin, on s'entraînait pendant que les gens mettaient le matériel en place. Voilà encore le hasard. Nino me dit, au fait, t'es organiste toi? Le culot. Je dis oui, en fait. Non, j'étais pianiste, pas organiste. Mais bon, j'avais goûté un peu, mais pas plus, quoi. Et j'ai dit oui. Il me dit, bah oui, parce que mon organiste, il s'en va ouvrir un studio. Donc j'ai besoin d'un organiste. Est-ce que tu serais... Dis donc. Je ne croyais pas que c'était possible. Il faut avoir le culot, j'ai dit oui. Bon. J'étais dans un coin, j'habitais à la gare de l'Est, un petit studio avec ma femme, il n'y avait pas de téléphone et tout. Il y avait une dame en bas qui avait un café, Madame Simon. Okay. Voilà, et c'est là où je prenais mes communications et tout ça, quoi. Bon, voilà son fils qui monte, elle était très gentille avec moi, parce que les mois difficiles du musicien, j'avais, voilà. Enfin, il y avait un moment où on ne payait pas forcément le loyer ou bien, enfin... Non, le loyer, non, mais des fois la bouffe, la bouffe, ok. Comme ça, elle me faisait crédit, disons. Ça, c'était formidable. Hein, ça. Voilà que son fils, Manu, Nino Ferrer vient de téléphoner. J'étais un héros dans le quartier, comme une vedette. Parce que Nino Ferrer, à l'époque, en France, dans les années 65, il était fort, on a 65, hein, 65, 66. 65, 66, c'était une vedette incroyable. Il montait, et puis lui-même était musicien, hein, c'était un bon musicien. Donc je suis content, il m'appelle, on avait une tournée d'1 mois à travers la France. Hey, gars! Comment? Ça faisait 25 dates à la suite. Parce que nous, c'est par date. Hein. Comme c'est le chef d'orchestre, il dit, oh, moi, je peux t'offrir 40 dates dans l'année ou 50 dates dans l'année. Bon, c'est comme ça, quoi. Et donc, tout à coup, ça lui... Et Nino m'offrait déjà une tournée avec les Eddie Mitchell, avec... enfin, toutes les vedettes, les années yéyé et tout. Oui, on faisait des tournées ensemble. Voilà, tout ce monde-là.
Et donc, je suis entré dans ce milieu-là en tant qu'organiste. Il avait un orchestre avec des saxophonistes. Là, on avait un vrai orchestre. Hein. Et puis, mais à côté, j'avais mon orchestre, moi. Toujours. Voilà, toujours, petit bébé, là. On allait jouer, nous, dans d'autres machins, au Club Saint-Germain, tout ça. Et un jour, Nino descend avec Johnny Hallyday. Ils étaient de sortie. Il descend dans votre club? Et il descend pour... Voilà, il y avait... En haut, il y avait le jazz, et puis en bas, on faisait du rythme et blues. C'est un club à 2 niveaux, quoi. Donc, il est descendu, et puis il me voit au saxo. Il dit, mais comment, Manu? Tu ne m'as pas dit que tu étais saxo. En fait, lui, vous connaît en tant qu'organiste et autres, mais pas au saxo. Non. Il me dit, mais tu ne m'avais pas dit que tu es un saxophone. Je dis, mais attends, tu ne me l'as pas demandé. Du coup, vraiment, c'est... Un coup de chance, en fait. Je suis devenu chef d'orchestre à cause de cette institution-là. C'est-à-dire, en fait, vous passez directement? Oui. D'abord, vous continuez alors? Enfin... Je continue mes 2 trucs. Donc, vous faites... l'orgue, les disques que je faisais à l'époque, tout ce que tu entends comme orgue, c'est moi. Non, mais je veux dire que le jour où Nino Ferrer vous découvre dans ce cabaret, il vous passe directement chef d'orchestre. Et saxophoniste. Saxophoniste. Pas d'autres organismes. Afrique. Et tout ça là. Mabekomo Afrika bese Benangino Itonda Itomina Unyambo Mendebo Afrika yense Ima beno Mujai Sedoti Noema Manyaka Mangolo Fabrice Bambou, je voudrais que vous nous parliez un peu de l'épopée sur Makossa. On est en 1972, c'est l'année de ma naissance. Ça va très bien. Welcome. Tu es arrivé avec un son. Avec le son, voilà. Parce que c'est une année charnière pour vous dans la mesure où c'est l'année de votre lancement véritable sur le plan international. Alors, mais c'est encore le fruit d'un hasard. Puisque vous arrivez au Cameroun pour faire un hymne en l'honneur de la 8e Coupe. Oui, attention, il y a eu une compétition, il y avait un appel d'offres. C'est moi qui, d'abord, j'ai gagné l'appel d'offres. Parce qu'il y avait, bon, on avait demandé à plusieurs gens, puis c'est tombé sur... Pourquoi c'est tombé? Parce que je venais de faire un album qui a plu énormément au Cameroun, avec les Idiba, avec le premier réellement album, avec les Somaloba. Beaucoup de choses, beaucoup de thèmes dans cet album ont plu au Cameroun. Donc, c'est mon premier album qui m'a rendu vraiment populaire alors que j'avais fait des cabarets avant. J'étais dans le paysage, mais beaucoup plus précisément, c'était l'arrivée du micro-sillon avec un disque de la musique dans lequel se reconnaissaient les Camerounais. Donc, quand il y a eu l'appel d'offres, c'est tombé sur moi. C'était Goubeyou qui était ministre
de sport, voilà, qui est devenu ambassadeur par la suite. Elle a eu beaucoup de problèmes parce que la 8e coupe ne se passe pas très bien. Oui, en fait, pour moi, finalement, oui. Et pas pour le Cameroun, parce que... Exact, les Congolais nous ont mis un petit but à 0. En demi-finale. Voilà, les Diables Rouges, comme on appelle. Un maigre but a changé ma vie, a changé la vie de beaucoup de choses. Donc, les gens ne voulaient même plus écouter ce disque. Comment est-ce que vous apprenez ce succès de Son Makossa aux États-Unis? Vous êtes d'abord surpris? Par hasard, forcément, par hasard. Et tu sais, un conte de fées, c'est un hasard. Sinon, ce n'est pas un conte de fées. Racontez-nous un peu ce hasard. C'est un conte de fées. Je veux dire que je veux avoir l'émotion que vous ressentez au moment où on vient vous dire attention, vous êtes en train de cartonner aux États-Unis avec ce morceau-là. Il y a un avocat qui m'appelle à 4 h du matin, j'habitais Joinville. Bon, brrr, je prends le téléphone et il parle en anglais. You are Manu Dibango? Yes, I'm Manu Dibango. You wrote a song that called Son Makossa Mbana? Oui, mais je ne jouais pas ça. On avait perdu la coupe et tout ça. Moi, je ne jouais pas cette musique-là. J'étais sur autre chose. J'avais même oublié ce truc, pour te dire. Bon, oui, j'ai dit oui. C'est édité par qui? J'ai dit, mais vous êtes qui? Il dit, il y a un melon, il y a quoi, Amérique. J'appelle ma femme, j'ai dit, il y a un mec qui m'appelle ici pour. Il paraît qu'il y a un morceau qui marche là-bas. Bon. Ben, le lendemain matin, je vais alerter ma maison de disques. J'ai dit, écoutez, voilà, on m'appelle. Mais dis donc, ça commençait tous les jours alors. Hein? Donc tout le monde a commencé à se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que bon, j'étais inconnu. Aucun Français n'a eu un succès aux États-Unis. Ouais. Aucun. Sauf Maurice Chevalier et Edith Piaf. Donc il était impossible qu'un petit Africain en plus ait un morceau qui fait un succès. Donc c'est un conte de fées. Le temps que tout le monde se réveille, heureusement qu'on s'est réveillé parce qu'il a commencé à être piraté. Les versions, les covers arrivaient. En fait, l'avocat vous appelle parce qu'il sent une affaire. Oui, il parce sent qu'il voulait, le filon. Oui, il veut me représenter aux États-Unis. Et bien, il n'était pas le seul. Il y en a d'autres qui ont appelé après. Donc, le disque fait un tabac aux États-Unis. Oui. Vous vous retrouvez d'ailleurs à l'Apollo en 1973. En 1973, le 10 août, ben, le patron de la maison Atlantique, donc Warner maintenant, Ahmed Artegoun, qui est décédé là maintenant, ils étaient deux frères. C'est d'ailleurs eux qui ont amené le football. Cosmos, la première équipe, ils ont fait venir Pelé pour créer le football, le soccer. Oui, parce qu'eux, ils ont leur football qui ne correspond pas au soccer. Enfin, ça, la petite histoire. Ils étaient deux. Il y en a un qui s'occupait de la branche jazz, donc les Coltrane et tout ça. Et Ahmed, lui, s'occupait des Ray Charles, de la soul music et tout ça. Aretha Franklin. On se retrouve, dis donc, on se retrouve tout d'un coup dans la maison de tous ces bigs-là. Le gars, il vient à Paris, je jouais dans un club, dans le Marais. Il amène ce gros bazar, il y avait la Rolls et tout ça avec le chauffeur. Il vient signer le contrat avec Manu. Tu te rends compte? 10 jours après, gars, je me suis retrouvé à l'Apollo avec les Temptations. Parce que pour vous, à l'époque, l'Apollo, jouer à l'Apollo d'Harlem, tout, c'était un rêve. Mais pour tout un chacun. C'était un rêve. C'est comme l'Olympia à Paris, jouer à l'Olympia. Il y aura d'ailleurs une suite à l'Olympia parce que vous terminez à l'Apollo. Vous retombez. Mais l'Apollo, personne d'autre que les Américains n'a joué là. Hein. J'étais le premier Africain. D'ailleurs, après moi, il n'y a plus aucun Africain qui a joué à l'Apollo. Ils vont faire leur soirée et tout ça, mais ils ne jouent pas au temple de la musique noire, en plein Harlem. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est votre succès aux États-Unis qui a permis de vous installer même en France sur le plan, la renommée. Exact. Parce qu'en France, vous étiez connu dans le milieu des musiciens, mais pas forcément le grand public. C'est pas populaire, le so-called populaire, non. Donc, Son Makossa revient par la porte, par la grande porte. Et du coup, je passe de musicien à artiste. C'est pas pareil. Parce que là, je rapporte de l'argent, je deviens un produit. Là, il ne blague plus. Là. Quand tu es un produit en Europe, ça ne blague plus. Semana tanga diwo, umpusta tanga, isa usa waka. Amuku margele sisi atewana, le yasa kusana. Ay, una yima veruna da sisi asa ungun yasa kusa. Ati. Semana tanga diwo, umpusta tanga, isa kusa waka.
moi, je veux qu'on revienne un peu sur votre passage en termes de choix des courants musicaux. Donc, déjà, c'est orientation jazz, on le sait déjà. Oui, j'ai toujours aimé ça. Vous avez dit la musique camerounaise, elle n'existait pas vraiment quand vous étiez au Congo, même quand vous êtes revenu ici et tout. Elle n'était pas faite encore réellement, il n'y avait pas de scène. Mais oui, mais sur Makossa, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait quand même des sonorités camerounaises, locales. Mais évidemment, j'écoutais les Néléyoum, j'écoutais les trucs que tu as chanté. Il y avait le Nice Spot de regretter pour Manfred. Il y avait beaucoup de scènes à Douala et à Yaoundé. Même Francis King, il avait l'Arizona. Il y avait beaucoup de musique vivante, instrumentale. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Bon, toujours dit qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de musiciens, quoi. Donc moi, j'écoutais ça. Et puis le rythme de Makossa naissant, d'ailleurs, tout ça, ça m'a frappé, tu vois. Mais je ne voulais pas jouer le Makossa en tant que tel, je voulais une projection sur le Makossa. C'est une peinture que j'ai faite. Une fusion de rythmes du jazz, soul voilà, et autres. Soul, et puis le Makossa. Mais d'ailleurs, maintenant, ceux qui ont assisté au concert, ils ont vu que je l'ai joué en réel Makossa. Mais, ah, c'est ça que tu voulais dire. J'ai dit, ben oui, c'est du Makossa, quoi. Je peux le jouer à Makossa, mais je veux le jouer autrement. Mais pourquoi en 1975, vous décidez de revenir en Afrique, poser vos valises en Côte d'Ivoire? Je t'avais dit que 15 ans avant, j'ai déjà... Avec les Ivoiriens, le président Houphouët-Boigny, mais je veux dire... moi, je suis donc en 75, je suis à New York. J'ai vécu 2 ans à New York. De 73 à 75, vu l'immense succès, je faisais des tournées aux États-Unis. J'étais un produit d'ailleurs du coup américain, puisque le match du siècle de Mohamed Ali Foreman, au Congo. Je suis parti avec les James Brown, je suis parti avec toute une équipe pour aller jouer. Alors, et c'est marrant parce qu'un Africain, je pars de New York pour aller jouer à Kinshasa, quoi, pour le match du siècle. C'était un peu le retour, hein, d'ailleurs. 10 ans après, c'était le retour aux Zaïre. Assez drôle, quoi. Quand bon, bref, c'était un produit américain. Et puis, je retourne à New York après le match et tout ça. Et puis, je reçois un jour un coup de fil venant d'Abidjan. Le patron de la télévision, Ben Soumaro, m'appelle. Il dit, Houphouët, lui, il aimait les winners. Il voulait les meilleurs Africains chez lui. C'était sa politique. Dès que tu avais fait un truc, quel que soit le domaine, hein. D'ailleurs, Werewere est parti là-bas, Werewere, le village... le Kiyibok. Et voilà. Elle est arrivée là-bas en même temps que moi. Donc, je pars en Côte d'Ivoire avec cette aura de machin, puis... Non, mais il vous appelle pour directement venir gérer l'orchestre de la télévision non, juste pour un concert. Pour des concerts. Des concerts. Donc, fier de moi, tout ça, je reçois le boubou des Baoulés, enfin, tout ce qu'il y a. Je l'ai toujours, d'ailleurs. Enfin, bon, bref, c'est la première distinction sur le continent, quoi. Et puis, Ben Soumaro, qui avait une ambition, il dit, mais gars, attends, nous, on est en train de monter un orchestre ici, pourquoi est-ce que tu ne t'occuperais pas de l'orchestre? Moi, je voulais venir en Afrique, mais je ne pensais pas avoir l'occasion d'avoir un orchestre, un grand orchestre, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est arrangeur. Ouais. Donc, j'avais un grand orchestre à ma disposition, payé, pas par moi, mais par l'État. C'était tentant. Moi, revenant en Afrique, invité par un président africain qui n'est pas de mon pays, je considère que c'est un honneur incroyable. J'avais une villa, j'avais tout le truc de fonction. J'étais coopérant d'un autre type, je n'étais pas blanc comme quelque part, j'étais coopérant. Mais en même temps qu'il y avait l'Orchestre national, il y avait le Centre des Arts. Et là, la personne qui s'occupait du Centre des Arts, c'est Maïga Bonkana, qui est malien. Oui, qui est malien, oui, voilà. À l'époque. Donc, moi, Camerounais, je m'occupe de l'Orchestre de la télévision. Lui, malien, il s'occupe du Centre des Arts. Mais il y avait l'Orchestre de la Garde, il y avait l'Orchestre national, il y avait l'Orchestre de la police. Est-ce que tu vois, il faut situer ce mouvement. Et puis moi, de par ma culture et de par mon âge, je suis panafricaniste. Et vous n'étiez pas un peu déçu du fait que ce soit au Cameroun, par exemple? Ah non, il n'était pas question, parce que de toute façon, ce genre de truc n'aurait pas pu exister au Cameroun. Tu imagines au Cameroun, un non-Camerounais être chef d'orchestre ici. Tu imagines, alors qu'il n'y a même pas de l'orchestre de la télévision. Imagine ça, donc c'est un caractère où il était comme ça, quoi. Bon. On peut tout dire, mais chez lui, il voulait les meilleurs Africains. Ça vous a permis d'avoir, vous frotter aux influences ghanéennes, par exemple, ILF et autres, nigérianes et autres. Ça vous a permis d'avoir tout une ouverture sur le plan musical. Exact. 76, pour vous, c'est une année qui est noire, quand même. Bon, c'est une année noire parce que tu perds, en 6 mois de distance, tu perds tes parents.
Mais en même temps, c'est une année pour moi, c'est mon premier fils aussi, et qui se fabrique en même temps. Donc je ne veux pas dire que c'est une année noire. Oui, c'est une année peu... charnière. C'était mon premier fils. Donc, oui, votre premier fils, et vous avez aussi adopté, c'est à ce moment-là que vous avez adopté votre... Avant mon Georgia. premier fils, j'avais adopté la fille de ma cousine Germaine, qui se trouvait être métisse, parce que je n'ai pas fait d'enfant avec ma femme, pour des raisons bon, on n'a pas pu faire d'enfant, ça arrive dans des trucs. Et donc, elle correspondait au profil qu'on aurait pu avoir, d'être blanc, noir, et d'avoir une métisse, quoi. Voilà, donc on l'a adopté. Entre-temps, moi, j'ai connu la mère de mes enfants ici. Bon, on a doublé le truc 7 ans après, j'ai une fille aussi. on va avancer par le cours parce qu'on va pas prendre tout le temps du grand Manouf. Vous décidez de revenir au Cameroun en 81, après l'expérience ivoirienne. Vous vous dites peut-être, cette fois-ci, ça peut marcher. Exact, toujours naïf, d'habitude. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je passe le temps à payer les dettes de ça. C'est pour ça que je te dis l'argent, tu sais. Ça va, l'argent, ça va, ça vient, ça va. Il y a un coup, tu en as, il y a un coup. Mais vous dites par exemple, vous dites à l'époque, par exemple, finalement, je ne crois pas que je sois doué pour les affaires. En fait. Mais je l'ai toujours dit, je te le dis encore. Mais attention, les affaires, mais en même temps, ça tourne quand même. Hein. Non, quand je dis affaires, je veux dire. Je ne suis pas un mec qui va prendre un truc pour projeter. Parce que les affaires, ça suppose que tu ne fais que ça, en fait. Moi, je ne peux pas faire ça, parce qu'il faut que je revienne à la musique. Donc, au détriment des affaires. Des fois, je gagne, des fois, je ne gagne pas. Voilà. Bon, on ne va pas revenir sur votre... Je n'ai pas voulu vraiment axer sur votre carrière musicale parce qu'elle est immense. Elle est immense. Mais vraiment, en quelques dates, vous avez joué avec les plus grands, hein, les Herbie Hancock, dans le domaine du jazz. Vous avez bar à la Jamaïque, quand même. Voilà. Ça c'était vrai. Ça, c'était vraiment... J'ai été voir le pays de Bob Marley, on discutait avec lui. C'était une bonne période pour moi. J'ai fait beaucoup de bonnes rencontres. Et sur le plan africain, vous avez lancé, et même camerounais, vous avez lancé une pléthore d'artistes qui sont reconnus. Beaucoup de gens sont passés dans votre... les Winnie Ford qui sont décédés, les Sabal, les autres, beaucoup de Camerounais. Oui, les musiciens. Moi, c'est plus musicien que chanteur parce que c'est un domaine qui existe, mais ce n'est pas mon domaine. C'est pour ça que je dis aux gens, on se trompe de guerre, quoi. Moi, je ne parle pas des vedettes, moi, je parle des artistes. Et les artistes, c'est les musiciens, ceux qui font la cuisine. Quand le plat est présenté par un chanteur, une chanteuse, il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant, c'est les gens qui font le plat, qu'on connaît ça. Mais il y a beaucoup de Camerounais qui se retrouvent dans les grands groupes. Et il y en a beaucoup qui sont passés par chez vous. Donc finalement, vous avez été plus ou moins le creuset. J'avais une école virtuelle qui ne dit pas son nom. André Manga qui a joué avec moi là. André, je l'ai connu ici à 11 ans. Beaucoup de musiciens comme ça. Dès que je vois qu'un mec a du potentiel et que je suis en mesure de faire quelque chose, je le fais. Et malheureusement, vous perdez votre épouse, Coco, qui a été quand même pour vous... Oui, il y a 12 ans maintenant. Oui, en 1996, si je ne me trompe pas. 95. En 95, vous perdez Coco. Et vous vous lancez dans une... Enfin, est-ce qu'à partir de là, on peut dire que vous avez... Il y a eu une dose de... Votre musique n'a pas été un peu mélancolique à un moment donné. L'année suivante, l'album que vous sortez l'année d'après, il a un nom qui est assez particulier. Success Spirituals, Master Bastani. Voilà. Oui, parce que je n'avais jamais oublié. À un moment donné, la spiritualité arrive. Il y a des périodes, tu es musicien, tu ne vas pas faire la même chose tout le temps. Hein. Je fais des musiques de film, je fais des musiques de télévision. Puis là, j'ai voulu un peu penser à mes parents, à mon épouse, à faire un disque gospel, quoi. Tu vois? Et voilà, j'ai fait ce disque-là. Et ça m'a ouvert d'ailleurs un autre chemin parce que j'ai rencontré des chorales extraordinaires. Je joue, même s'il m'arrive encore de jouer avec le London Gospel Community Choir, qui est un des plus grands gospels à Londres. C'est eux qui accompagnent les Tina Turner, des machins comme ça. J'ai fait une tournée avec eux. Je suis parti dans ce trip. Donc vous êtes un homme multidimensionnel. Hein. Je rappelle aussi quand même que vous avez engagé une carrière audiovisuelle à un moment donné en France avec des émissions à France 3, France Salut 3. Manou et autres. L'expérience a été enrichissante pour vous? Oui, j'ai fait ça 2 ans et puis j'ai fait les écrans du savoir après qui n'avaient rien à voir. Je rencontrais des gens, je recevais des gens comme les Gilberto Gil, des trucs comme ça, les Abdel Drama, des cinéastes. On parlait de choses, culture en général, pas forcément musique.
Puis j'ai eu d'autres émissions sur, ça s'appelait La Planète à Manu, Oui. à Mezo. Voilà, donc, et puis maintenant, je suis à la radio. À Africa numéro 1, par exemple, depuis quelques Ouais, années. ouais, Hein. depuis 8 ans maintenant. Et depuis 1949, vous êtes en France. Vous n'avez jamais voulu prendre la nationalité française, ni américaine d'ailleurs, alors que vous avez... Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Je voudrais que vous le confirmiez mais au attends, Camerounais. il faut dire que quand je suis allé en France, j'étais français quand même. C'est en 60 qu'on a changé. Et j'ai mon passeport vert, mon gars. Ça ne me dérange pas, moi. Ça vous dérange pas d'aller faire la queue pour renouveler votre carte? Je ne fais pas la queue. Bon. J'ai une carte de résident, hein, qu'on renouvelle tous les 10 ans. C'est une façon de parler. Alors, dernière, on va dire, on va terminer avec ça. Les projets pour le Cameroun. Le Cameroun qui honore l'un de ses fils les plus illustres. À ce niveau-là, ça s'est jamais fait quand même, faut dire. Est-ce que vous avez des projets dans le domaine de la musique ou autre? J'ai le feeling avec Madame le ministre. Et donc, au fur et à mesure, je ne suis pas pressé là, on est en phase. Donc, on va trouver des terrains dans lesquels, parce que moi, forcément, vous voyez qu'en France, je suis aimé, tout le monde m'aime. Voilà, et je suis connu parce que je fais partie, disons, de leur inconscient collectif. Ça fait longtemps que je suis là. Et donc, du coup, j'ai un carnet d'adresses qui peut être utile à mon pays. Voilà. Ça. Vous n'avez pas... Comment est-ce que vous appréciez maintenant tous ces problèmes vagues d'immigration? C'est vrai que vous êtes là depuis quand même longtemps, hein, mais... c'est triste. Je sais que vous avez... À un moment donné, quand il y avait des problèmes dans les cités, vous avez souvent été appelé comme médiateur. J'ai vu à la télévision à l'époque... Oui, à chaque fois on m'appelle, il y a des moments, parce que je suis du coup le doyen, et que les gens qui montent, par exemple, le CRAN, qui montent les associations pour sensibiliser un peu les gens, ils viennent avoir... Alors, je suis obligé d'y aller, même si je ne fais pas partie. Ne serait-ce qu'en tant qu'Africain, le parrain, je dois aller voir ce qu'eux, ils essayent de faire, quoi. Mais comme ici, comme là-bas, tout en connaissant évidemment beaucoup la politique, je n'en fais pas, sinon la politique culturelle. Mais si vous avez un message, c'est de nombreux Camerounais, Africains qui veulent absolument s'expatrier. Vous êtes parti dans un contexte différent, mais vous avez vu qu'après il y a eu toute cette vague de cadres. C'est douloureux parce que c'est un malentendu. Tu sais, l'immigration, elle a commencé dans les années 70. Avec les problèmes, les gens n'avaient pas vu que c'est des êtres humains qui vont faire des enfants et tout ça. Bon, beaucoup étaient des ouvriers, des analphabètes et tout ça. Du coup, quand ils font leurs enfants, ces enfants ils sont élevés dans des conditions un peu difficiles. Souvent, les parents sont polygames, et 2 femmes, machin. Enfin, bon, c'est compliqué par rapport à la vie en Occident. Ça crée forcément des tensions que les uns et les autres ont voulu, d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas obligés de faire ce qu'ils ont fait, là. Tu vois? Ça nous a amené des problèmes supplémentaires. Et les gens qui cassent dans les banlieues, ça ne sont pas des immigrés. Ça sont des Français noirs qui sont nés là. Et ils ne sont pas africains, ils sont juste noirs de peau. Alors, il y a un malentendu quand on dit que les immigrés ont cassé. Ce ne sont pas les immigrés qui cassent. Ce sont les Français d'une autre couleur. Donc, il y a des malentendus. Alors, nous, on essaye d'apaiser les tensions. J'avoue que ce n'est pas facile. Les politiciens ne nous facilitent pas la vie les uns des autres. Voilà, parce que les candidats déclarent ça quand ils ont passé... Bon, ce que le candidat dit n'engage pas le président, par exemple. C'est comme ce que dit l'évêque, ça n'engage pas le pape. Merci Manu Dibango, merci beaucoup d'avoir accepté de pouvoir étaler votre vie comme ça aux téléspectateurs de STV et du Cameroun, évidemment d'Afrique, hein, puisque nous sommes vus dans plusieurs pays africains. Et on aura l'occasion peut-être de vous retrouver à Paris, c'est votre base. Si Dieu le veut, je suis content de passer 1 heure avec vous, d'autant plus que vous êtes diffusé partout et donc on parle à des millions de personnes là, à partir de chez moi. Merci beaucoup, à bientôt. Yes, sir.